Vous avez quelques grands noms tout à l'heure, Massa Al-Bikani, Boudifa et Ben Sidia, de la terre. Mais connaît-il l'apport des pères blancs concernant ça justement? Parce que je me souviens que quelques textes de l'aide et David ont été sauvegardés grâce justement à ces pères blancs. Avant votre arrivée, je l'ai évoqué, c'est le fichier de documentation berbère, le FDB, qui est devenu, après l'indépendance, on l'a appelé le fichier périodique, pour ne pas être nommé berbère. Ils ont été en charge de collecter, de transcrire le maximum de la production culturelle, littéraire, orale, dont les cahiers de Belaïd, parce que Belaïd c'est le premier romancier kabyle, c'est le premier à avoir mis en place une production écrite contemporaine qui ne se base pas sur les modèles de la tradition orale, c'est-à-dire pas le conte, pas le proverbe, pas la légende. Il a produit des scénettes, des récits écrits directement en kabyle. Il a appris à écrire très très jeune, sa mère était institutrice, et il était en contact avec le père d'Exel du fichier de documentation berbère, et c'est ainsi que ces écrits ont été... donc il y a une version française du cahier de Belaïd, ils ont été traduits, mais la version originale, elle a été faite en kabyle. Voilà. C'est le... Ouais. Moi j'ai une petite question. Elle va faire de la polémique. Combien même ces deux États, et je peux comprendre que vous avez parlé de l'Algérie, je suis pas un spécialiste dans la matière, combien même ces deux États s'étaient débarrassés de l'arabité et de l'islamité des voyous, empruntés le Moyen-Orient, et qu'ils avaient instauré des États de droit en mettant en avant la berbérité, je ne suis pas spécialiste, je découvre. Pensez-vous qu'ils auraient engendré un embryon de technologie technico-matérielle? En bref, est-ce que cette langue, côtoyée avec un état de droit, une liberté de conscience et autres, aurait permis à ces populations de sortir du sous-développement? Je fais référence un petit peu, si vous voulez, à la Chine, c'est un exemple, qui il y a 50 ans en arrière, c'était pratiquement le Moyen-Âge, ils talonnent un petit peu les États-Unis en termes de technologie. Voilà. La Chine a eu toujours la même langue, il y a 40 ans, 50 ans de ça, et maintenant. Et vous posez la question. Je se recoupe de votre propos, j'essaye de... Je ne sais pas si c'est une réponse ou bien un recoupement de ce que vous avez avancé. Cela démontre tout simplement que les forces économiques assurent la diffusion d'une langue et la productivité au sein d'une société qui possède une langue mettent en avant à la fois son progrès technologique et par ricochet sa langue. Oui. Voilà, vous avez tout dit. Tout le temps. Moi, ce que je soupçonne un petit peu, personnellement, c'est peut-être une fausse idée de mon esprit, c'est que j'ai toujours soupçonné l'islamité et l'arabité engendrer un sous-développement. Bon, c'est un petit peu ma question. Alors, moi, je suis venue pour parler d'une langue et de son... Je ne peux pas... je ne suis pas anthropologue. Mes collègues anthropologues vont m'en vouloir. Ils vont me dire, mais vous avancez sur un terrain qui n'est pas le vôtre. C'est qu'il est fâché. Terrain glissant, là. Et oui, c'est pas... S'il vous plaît, il faut que les questions soient simples. On remercie pour ça. Il reste 20 minutes. Sen bir fırsatınız atlanıyor donc voilà. Vous attendez alors les intellectuels vous attendent à partir de la boîte. Voilà. Vous voulez pas laisser où il est fidèle à la
وإذا كي يقدشنا في مزيان أما سيدي من السن أما سجاه السن خاطر سميتها الوقت حاشا ونقابة واحد ودنا فرحوا لي زاكريتي زاتنا نفدنا كل غادابو من دمير الساعة فرصة ديك المزدار راي الله تعالى يا خويا وخدم فرا كامل فلا جدو لي بونسيي دو بارتيوني فو كونسيلتي البابل اكدوي الى قد يقاد يولوسنا خمس صيادة عبد الملك غص ما كان يتبع هذا مازيغ ني راس عبد الملك غادي بصيد هذا مازيغ انا كاين عرجو هذا مازيغ خسر في البدون التوطيق اللي هكذا القرار لا تاع ويقارك في فينا ويقارك الصعراف وزهران دار الله اتفكر كلام ديالي يمكن كيستيون داينا ولا شغل خاطر اول تنظر كان ما غادي نرفد نساولا في مازيغ في تونس خاطر نحاول في قبيلي نهضر في قبيلي ما نهضر في قبيلي نهضر في مازيغ نهضر في قبيلي الناس اللي في فينا اللي كيجرون لي زوماج هينو احردان حجوا لي احردان نديو وين في فينا الاكاديميه باب ماشي ما صار ماشي ان شاء الله محمد شفيق C'est un ministre dégueulasse. Voilà, il est dégueulasse, c'est là quelque chose de bien. C'est grâce à lui que c'est grâce à lui que j'ai bien la question est non, Voilà, laisse-le finir ce propos. C'est moi ça. La question est Aïra, on a un choix. Pourquoi les associations, tu connais, oui, ils n'arrivent pas à avoir des il faut prouver le problème, il faut qu'on trouve ce problème-là. Là, on doit avancer. Il y a un problème, il y a des associations, les radios, les publicités, ils n'arrivent même pas à avoir 6, 7, 8, 2. Voilà, c'est ça. Merci. Steve, qu'est-ce qui ressort de ce que tu dis? Les choses différentes. Bien, Steve, le champ académique, il découle de l'associatif. Je me rappelle les cadres associatifs qui animaient dans les villages et tout, c'était des gens qui étaient au mouvement culturel berbère et qui étaient aussi des profs, des chercheurs. Finalement, qu'est-ce qui se passe depuis l'institutionnalisation? L'une des retombées, c'est quoi? La séparation des deux environnements. Personne n'a dit que les gens qui vivent dans les villages ou qui s'occupent des petites associations cherchent à se mêler de l'enseignement universitaire. Non, mais il y a des passerelles qui permettent une circulation et des espaces de travail communs. Tous ces ils ont été faits dans ces cadres-là. Ils n'ont pas été faits dans des cadres institutionnels, c'est dans des cadres extra-institutionnels qui ont lié associatif et académique. C'est vrai ce que tu dis. Maintenant, l'une des victoires de ces systèmes-là, c'est d'avoir neutralisé le travail de coopération entre le monde académique et le monde associatif. C'est l'une des raisons pour lesquelles chaque année je réponds par l'affirmative aux associations qui m'invitent pour vraiment débattre, pas pour enseigner, transmettre, pour collecter les préoccupations dans le champ social. Il y a des objets que j'ai développés grâce à la réactivité du public, des questions auxquelles je n'ai pas pensé. Moi, je continue de m'inscrire dans ce domaine, même si le fait que les académiciens travaillent sur des aspects grammaticaux qui relèvent de leurs compétences, il existe des éléments qui ne souhaitent pas ce type d'échange. Le problème de la non-présence d'enfants berbères dans les associations est lié aussi à autre chose. Nous sommes dans des modèles économiques capitalistes qui partent du principe que leur enfant peut être perturbé par un apprentissage de sa langue maternelle, ou bien il n'a pas le temps, même si les cours sont gratuits. Et encore, on paierait facilement un cours de n'importe quel sport 5 € et on ne paye pas 2 € un cours de berbère, c'est clair. Et même à l'université, il y a les effectifs des étudiants de berbère baissent forcément et assurément pour d'autres raisons. C'est peut-être bien pour les gens qui sont sur place,
Vous imaginez avec les frais d'inscription maintenant, vous avez suivi l'augmentation des frais d'inscription, les difficultés pour venir étudier en France, eh ben, tant mieux que dans nos pays, que ce soit en Algérie ou au Maroc, les jeunes puissent étudier le berbère tamazigh dans les universités, produire des mémoires dans la langue et pouvoir profiter des enseignants qui sont sur place est une chance inouïe pour... moi je me rappelle, c'était le début des études berbères à Tizi Ouzou ou à Béjaïa. On venait encore en France pour faire quelques spécialités qui ne pouvaient pas être encadrées sur place. Il n'y avait pas beaucoup de monde pour encadrer un magistère de berbère selon ce qu'on choisit. Si tu veux être encadré sur place, il fallait choisir telle ou telle chose. Si tu veux faire ça, tu es obligé de partir en France pour aller à l'INALCO, ce qui est moins obligatoire en même temps. Sur place, il y a des espaces de production, de travail, et je salue les efforts de mes collègues berbérisants qui restent, malgré les difficultés, malgré les obstacles administratifs ou le manque de moyens, continuent à faire beaucoup font un travail de qualité, autant à Tizi Ouzou, Béjaïa, Batna, ou mes collègues de Oujda, Nador, Agadir, et nous sommes en contact permanent et on échange sur ces questions-là sans complaisance. Ça c'est une avancée. Voilà. Après, je n'ai pas toutes les solutions, je discute avec vous. Voilà, je rentre dans le débat. Merci beaucoup. Moi, c'est juste un commentaire. Merci beaucoup pour cet exposé très très intéressant. Je ne suis pas linguiste, mais le premier cours de linguistique, on monte à 80 avec ça. J'ai tout fait pour que ça ne soit pas linguistique. C'est très très intéressant et c'est très pédagogique en présentation. Et les éléments sont très instructifs. Moi, je reviendrai juste sur en fait, les obstacles, les deux mots, je ne sais pas, c'est un commentaire. Alors, les régimes, que ce soit au Maroc ou en Algérie, ont combattu avec cette question. Cette question est considérée comme une survivance d'un passé antérieur condamné à disparaître. Ça, c'est le premier point. Comment? Parce que celui qui maîtrise les dynamiques qui changent la société en profondeur pendant une génération ou deux, c'est l'école, c'est les médias, etc. À partir du moment où les régimes ont la mainmise très forte sur l'école, sur le système médiatique, sur l'information, ils considèrent que c'est une création des perdants, c'est quelque chose qui perdure, mais il va disparaître parce que nous maîtrisons l'école. Et par l'école, nous allons transformer la société en fonction de l'idéologie choisie. Tout à fait. Deuxième point qui me paraît fondamental, le fait de la mobilisation permanente, que ce soit au Maroc, en Algérie, et là, il y a effectivement un travail extraordinaire qui a été fait. Les régimes n'ont pas d'autre choix que de la reconnaître. Une fois qu'il y a cette reconnaissance constitutionnelle, alors il faut préciser quelque chose de fondamental, c'est du droit. C'est-à-dire qu'un régime, il peut reconnaître officiellement, constitutionnellement un principe et le vider de sa substance. Tout à fait. L'administration dispose des moyens tantôt subtils et tantôt abrupts, capables de rendre inopérant un principe, même constitutionnellement consacré, ou alors de réduire sa portée. Et c'est à ce à quoi nous assistons et je te remercie énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ce qui confirme ce que vous êtes en train de dire, parce que je rebondis pour appuyer ce que vous dites, ils le font par un biais qui normalement est un principe universel, international, c'est la patrimonialisation. Mais la patrimonialisation telle qu'elle est menée, patrimoine parfois porte sur un musée, une stèle, un site, ça c'est le patrimoine matériel. Il y a le patrimoine culturel, c'est la langue, c'est la culture. Dans certains cas, les langues sont en voie de disparition et on muséifie une langue ou une culture et on ne s'occupe pas de ce qui est vivant de cette culture. On ne le nomme même pas. Yenayer est devenu l'occasion de farandole, de mascarade, et qui deviennent aussi l'occasion de... Qu'est-ce qui différencie le folklore de la culture vécue? C'est quand on organise des événements hors
saison, hors situation, hors contexte. C'est comme l'agriculture hors sol. La folklorisation, c'est comme la... Juste deux mots, excusez-moi de réintervenir. Alors non seulement c'est combattu par ces régimes, mais ces régimes sont inscrits dans le cadre de la Ligue arabe. Ah oui. Alors là, il y a un travail d'un sociologue grenoblois qui a fait un travail là-dessus. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous donner après les références de ce sociologue. Il dit quelque chose, alors il cite l'ancien ministre de l'Intérieur, c'est très bien, Mzien Chérif. Alors Mzien Chérif, ancien ministre de l'Intérieur en Algérie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi personnellement, je ne suis pas contre cette langue. Il m'a dit, mais comment moi je vais affronter les Saoudiens? Comment je vais expliquer aux Saoudiens qu'on va promouvoir la langue berbère chez nous? Donc, ce que nous oublions très souvent, c'est qu'on pense que nous sommes combattus uniquement par les régimes en place, le régime marocain, le régime algérien. Finalement, la lutte contre cette langue, elle est toute la Ligue arabe qui se ligue et qui combat par des moyens très subtils, des financements, etc., pour l'arrêter et pour la combattre de façon extrêmement efficace. J'arrête. Ben, c'est ce que dit notre ami, il parle d'impérialisme. Alors, voilà, l'impérialisme arabo-musulman, il existe depuis 1880, etc. Il était financé par l'Amérique, l'Angleterre, etc. Bon, maintenant, je voulais parler de... C'est un très beau discours. Par contre, est-ce que vous pensez, Madame Mabrousse, que dans quelques années, espérons-le pour nous, que nos enfants à la maternelle, ou au moins jusqu'au primaire, il y ait cette constante d'école de qualité, de choix, au moins qu'ils apprennent leur langue depuis la maternelle, au moins jusqu'au primaire. Mais quand Kabilou, en Tabazir, voilà, moi, ça serait mon souhait. Sinon, on ne pourrait pas s'en sortir. Si on met du bigarré comme ça, un peu d'arabe par-ci, puis du kabyle par-là, les pauvres petits, ils ne vont pas pouvoir... Justement, voilà, moi, c'est ce que je voudrais, le souhait, c'est ça. Quand j'ai évoqué c'est l'école maternelle et l'école primaire. La rubrique de la vitalité d'une langue, constante. Avant, on craignait que l'enfant, à partir de 6 ans, parle plus la langue de l'école que celle. Maintenant, c'est à la crèche. Beaucoup de mamans travaillent. C'est pour ça que j'ai parlé de modèle économique. Et surtout en milieu urbain, ça commence bien plus tôt que 6 ans. Si moi j'ai découvert la langue arabe à 6 ou 7 ans, maintenant beaucoup d'enfants dans certaines villes ou même zones périurbaines ou semi-rurales, c'est surtout ce danger-là aussi. Et c'est pour ça que cette politique scolaire doit cesser. Il faut que ça soit un projet citoyen, intégrateur. Et c'est en ce sens que beaucoup de défenseurs de langues minorées, combat et engagement académique dans lequel je m'inscris, aspirent et essayent d'inciter à travers une expertise, une recherche et une démonstration pour les États à voir en ces langues-là un outil intégrateur économiquement sur toutes les strates régionales, ultra-régionales, nationales et transnationales. Le fait berbère est désormais transnational. Il y a la circulation entre les États, les bouleversements, les revirements géopolitiques et l'importante diaspora qui désormais n'est pas à occulter, que les États combattent. Si vous voyez les débats dans les réseaux sociaux, ils opposent ceux d'ici, ceux de là-bas, et c'est un piège pour lequel il faut trouver d'autres espaces d'expression pour que cet échange continue et pour que l'équilibre dans le débat soit au profit du fait de la langue, l'identité et de la survie de cette langue et culture. Berbère, langue et culture. Voilà. Merci. Oui, je tenais à vous remercier pour cet exposé qui pour nous a été très digeste, entre guillemets. Et je voulais revenir sur cette question d'arrêt. Qui depuis quand n'a jamais été dissocié de la lutte pour les libertés individuelles et collectives, et puis aussi sur cette société plurielle qu'on refuse de construire depuis le mouvement national, depuis la
la crise berbère en 1949 jusqu'à ce jour. Différents printemps se sont succédés, tel celui de qui était le printemps de l'espoir, tel celui de Tabakat en 2001, et puis aujourd'hui, un nouveau printemps qui s'annonce, et on a l'impression qu'au-delà des militants, parce qu'on a formé des militants en Algérie, cette idée de citoyenneté, j'espère que cette idée de citoyenneté va commencer à prendre, parce que je crois que la question berbère est intimement liée à cette notion de citoyenneté, et surtout au fait qu'on accepte la pluralité, que ce soit au Maroc ou que ce soit en Algérie. J'aurais voulu avoir votre point de vue sur ce printemps qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Il le sent bien avec la question berbère. On revient de manifestation aujourd'hui, la radio. Les drapeaux berbères et les drapeaux berbères. Ça m'a un peu frappé. Et puis en regardant un peu sur les réseaux sociaux, j'ai vu des drapeaux de un mascara, un sig, un Constantine, un sétif. J'ai la faiblesse de croire que la question a évolué. J'aurais voulu avoir votre point de vue. Je pense qu'il y a certainement une évolution, du moins au niveau des représentations. C'est ce que les autres pensent ou voient, ce que les autres pensent de la langue berbère, tamazigh, ou comment ils le voient. C'est ça, les représentations. Je pense que ça a été quelque peu bousculé, corrigé, ou probablement caricaturé, selon, parce que c'est toujours, il y a toujours des revers. Si on accepte l'existence de cette langue, cette culture comme disent les médias, Torah, patrimoine, cela veut dire que même si cette langue est morte, on continuera à la porter, il n'y a pas de problème dans les musées, dans les qu'on fêtera même en été, voilà, des choses comme ça. Et le drapeau qui côtoie le drapeau algérien, ce drapeau a eu le bonheur d'être légitimé par un drapeau, par le besoin de réprimer un autre drapeau plus radical. On a fait de la substitution. Désormais, on réprime l'utilisation du drapeau, du MAC, des indépendantistes, tous ces courants considérés comme radicaux. En ce sens, on accepte l'utilisation de ce drapeau dit pan berbère, pan amazigh, qui est également toléré au Maroc et qu'on trouve partout maintenant lors des événements. Et c'est pour cela que la visibilité des éléments de l'identité et de la culture, y compris quand ils sont acceptés, il faut croiser l'approche pour voir pourquoi ils sont acceptés. Mais je ne sais pas, est-ce que aujourd'hui je suis venue directement ici, donc je ne suis pas allée à la manif, je n'ai pas vu. Est-ce que par exemple le drapeau du MAC a été accepté? Est-ce qu'on accepte le débat avec ce monde-là? Est-ce qu'il a été pourchassé ou pas? Je ne sais pas, c'est des questions. Le jour où tout sera accepté par tout le monde dans le sens d'une cohabitation, là on peut dire qu'il y a un optimisme parfait, peut-être qui augure d'un équilibre, un vrai équilibre dans cette région du monde, parce que la proximité avec les autres pays, elle n'est pas... elle aura certainement des retombées. On voit la Libye avec l'évolution du dossier langue, ils sont en plein aménagement du berbère. L'État libyen essaye de voir est-ce qu'ils sont proches des choix algériens ou marocains, des tentatives d'emprise sur le projet libyen, des manuels fabriqués à partir d'un dialecte d'acteurs connus, d'acteurs sociaux. Voilà, ce sont encore une fois des éléments. Finalement, on continue d'avoir des couches, des strates, et le but c'est d'éviter le tremblement de terre, comme voilà.
Merci beaucoup. On va arrêter. Oui, allez, je prends quand même. Oui, laisse. Non, mais tout à l'heure, tu as assez détaillé. Allez, rapidement, je vous sais. Parce que là, on a été. C'est pas respect parce que je me dépasse. Alors, rapidement, simplement sur la question en France. Moi, je parle en tant que, bien sûr, amateur de radio plurielle, radio audio ici présente pour Saint-Étienne. Alors, on a beaucoup cette question. Sur l'enseignement, et je vous suis sur Facebook, c'est la première fois que je vous vois en vrai, donc c'est un honneur pour moi de vous voir en vrai. Voilà. Je parle aussi en tant qu'ancien professeur d'anglais, donc tout ce qui est la linguistique, ça me connaît. Et en France, parce que ça me touche aussi, et tu l'as dit tout à l'heure, il y a cette envie d'enseigner cette langue à nos enfants. Et il y a deux systèmes. Il y a le bac option berbère, géré à l'époque par l'INALCO avec M. Chaker. Et je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a toujours 3000 lycéens qui passent chaque année le bac option berbère? Première question. Deuxième petite question, il y a aussi le système de l'ELCO qui a été créé en 1977 pour répondre un petit peu à la question des enfants, pour pas qu'ils soient déculturés ou acculturés, pour apprendre la culture et la langue de leur origine. Mais à l'époque, on se basait sur les langues officielles des pays d'origine. Il y a 10 pays d'origine, la France, l'Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie, Serbie, Croatie, Portugal, Italie et Espagne. Et parmi donc, les deux pays de l'Afrique du Nord, Algérie, Maroc et la Tunisie aussi, les langues officielles à l'époque c'était que l'arabe. Alors maintenant, est-ce que un groupement, un collectif d'intellectuels, de spécialistes de la question comme vous, Monsieur Chakel, etc., vous pourriez lancer l'idée au ministre de l'Éducation actuel que, puisque Tamazight est officiel au Maroc et en Algérie depuis 2011 et 2016, est-ce qu'on pourrait rajouter Tamazight dans le système de l'ELCO, qui, je rappelle, sont des cours facultatifs pour les petits-enfants que Najed Belkacem a ramené à partir du CV au lieu du CM1 avant. Voilà ma question. Alors, je commence par la deuxième parce que j'ai la réponse au bout de la langue. Comme on sait, l'ELCO, il a été mis en place pour accompagner un projet politique. C'est le retour des émigrés dans leur pays d'origine. Donc, ils ont mis en place ce projet pour préparer les enfants. C'est l'Union européenne qui l'avait demandé à... Oui, donc pour accompagner ces enfants-là, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'État français s'est calqué sur les schémas officiels. Il y a un livre de Mohamed Tilmatin qui date de 1998 qui renseigne très très bien ce projet. Mais il y a eu des changements, comme vous le dites, depuis l'officialisation au Maroc et en Algérie. Il y a eu à Paris un contingent d'enseignants de berbères qui a été affecté dans les associations qui ont pris en charge cet enseignement. Le consulat payait ces enseignants, mais l'aboutissement a été quelque peu déplorable. Parce que, je pense qu'il y a quelques années, 3 ou 4 ans, les enseignants ont fait un mouvement de contestation sur l'irrégularité de leur recrutement, de leur rémunération, qui a quelque peu porté atteinte à ce dispositif, mais qui reste encore un dispositif mené par des enseignants kabyles dans des associations kabyles. Ce qui veut dire, c'était finalement l'ELCO c'était calqué sur le schéma associatif kabyle existant à Paris. Et je pense qu'en France, dans le sud, à Marseille surtout, ils n'ont jamais réussi à mettre en place un ELCO berbère. Ils ont essayé de contacter du monde, je pense, et ils n'ont pas réussi à mettre en place quelque chose pour des raisons que je ne connais pas. Sinon, vous avez évoqué la question du bac. Jusqu'aux années 2000, le travail se faisait par l'INALCO. Pour l'enseignement général, il y avait des épreuves écrites que moi-même j'ai corrigées quand j'étais étudiante à l'INALCO. Et ensuite, quand je suis descendue à Aix-en-Provence, j'ai été contactée par la division des examens option langue rare, langue maternelle. J'ai fait l'oral. L'écrit était réservé aux options, aux filières d'enseignement général et l'oral pour les filières professionnelles.
mais ils étaient assurés par le lecteur de berbère qui est sur place dans l'enseignement à l'université d'Aix-en-Provence. Et ces dernières années, je n'ai pas eu vent de ces examens. Et à l'époque où je le faisais, la majorité, c'était des rifins qui venaient de Cavaillon. Et je me rappelle que j'ai gardé un souvenir mémorable de ces enfants-là. Ils avaient une maîtrise parfaite que je n'osais pas évaluer du rifin, et ils maîtrisaient même, des fois je leur posais des questions pour connaître un peu, sonder leur maîtrise de la culture et tout. Ils disaient c'est quoi les chansons les plus connues chez vous, le genre musical. Je dis est-ce que tu connais la bouilla et tout, je leur pose ce genre de questions. Ils étaient vraiment performants, et les Kabyles étaient classés en seconde position dans cette région du sud. Et ils venaient du quartier nord, de Saint-André, Saint-Calais. Et ça n'existe plus à Aix-en-Provence. Oui, pour ça qu'on entend. Voilà, je pense que ça arrive. Il y avait même l'INALCO qui préparait ces jeux aux épreuves. Ah non, l'INALCO ne les préparait pas. Corriger. Ah non, non. Corriger. Il y avait des associations qui préparaient. Oui, oui. Non, l'INALCO, il corrigeait, il faisait les sujets, les annales, et il corrigeait. Zahir, tu peux nous faire un dernier mot pour finir, pour clore la réunion? Un dernier mot, Il y s'il te avait plaît. il y avait Zamazra, Vas-y. il y avait On a fatigué la dame. Madame Abrous.